Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le gouvernement éthiopien a annoncé la conclusion d'un accord de paix avec l'ONLF, un groupe de rebelles séparatistes du sud-est du pays. Cet accord met officiellement un terme à plus de 3 décennies d'insurrection. Au Niger, la crise humanitaire s'aggrave. Selon l'ONU, 2,3 millions de personnes sont en situation d'aide en 2018, soit une hausse de 400 000 par rapport à 2016. Et puis l'Ouganda, le taux le plus élevé du paludisme au monde. Pour endiguer ce phénomène, une jeune Ougandaise du nom de Joanne Nalou Bega a trouvé une solution, un savon anti-moustique. Un accord historique en Éthiopie. Le gouvernement et les rebelles de l'ONLF ont mis fin à un conflit qui a duré plus de 30 ans. Les deux parties vont former un comité pour résoudre les problèmes de fond qui ont mené à ce conflit régional. Ibrahima Dioumaba. En Éthiopie, le Front national de libération de l'Ogaden et le gouvernement fédéral ont signé un accord de paix. Le texte a été paraphé dans la capitale érythréenne Asmara le 21 octobre 2018, mettant ainsi officiellement fin à plus de 3 décennies d'insurrection dans la région Somalie. C'est à mettre à l'actif et au crédit du Premier ministre Abiy Ahmed qui a fait de la quiétude sociale à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est-à-dire l'Éthiopie et ses voisins, un marqueur essentiel de sa gouvernance. Donc l'accord avec le front de la région de Somalie vient simplement rajouter de l'ampleur territoriale à cette dynamique du Premier ministre. C'est le ministre des Affaires étrangères Workne Gebeyehu et le vice-président de la région Somalie Mustafa Omer qui ont conduit ces négociations. En août 2018, le Parlement éthiopien avait retiré 3 groupes armés dont l'ONLF de la liste des organisations qualifiées de terroristes par le gouvernement. La signature de cet accord est déjà un premier pas. Il faut dialoguer, les impliquer et même suffisamment les associer dans le management du pays. Il faut investir ou alors impliquer le territoire dans le maillage économique en termes d'investissement, en termes de viabilisation des atouts dont regorge la région. Fondé en 1984, le Front national de libération de l'Ogaden réclamait plus d'autonomie, voire la sécession pour la région Somalie. En rappel, l'ONLF avait attaqué en 2007 un site pétrolier dans l'est du pays, tuant 65 Éthiopiens et 9 Chinois. Au Cameroun, le président Paul Biya, réélu pour un 7e mandat, doit prêter serment dans un délai de 15 jours après l'annonce des résultats par le Conseil constitutionnel. Une réélection qui suscite de vives réactions. Les précisions de Corinne Kamse. C'est un score sans appel pour le président sortant Paul Biya. Il remporte l'élection du 7 octobre 2018 avec un suffrage de 71,28% des voix. Le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais a raflé la mise dans 9 régions sudistes, à l'exception de la région du littoral où il a été devancé par le candidat du MRC, le professeur Maurice Kamto. Le 22 octobre 2018, date de la proclamation solennelle de ces résultats, les membres du parti victorieux ont salué cette réélection qui symbolise aussi une avancée du jeu démocratique. C'est un processus qui confirme qu'au Cameroun, il existe une institution électorale qui peut conduire des opérations crédibles, comme nous l'avons vu, en dépit des enjeux et de la pluralité des paramètres. S'agissant de ce processus électoral, certains observateurs s'accordent à féliciter le déroulement des opérations avant, pendant et après le vote, malgré les insuffisances mises en exergue lors du contentieux. Au sortir d'un processus comme celui-ci, nous pensons, et nous sommes en train de préparer notre rapport, on ne le dira pas assez, qu'il faut corriger des petites choses. Surtout lors du débat post-électoral, nous avons entendu des choses, nous avons capté des choses et nous pensons que ces choses-là réglées, le Cameroun gagnera encore plus en ce qui concerne donc le processus électoral. L'investiture du président Paul Biya devrait intervenir dans un délai de 15 jours, étape qui marque la fin du processus. Cependant, les contestations autour de cette élection sont loin d'être épuisées. Quelques heures après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, Maurice Kamto, candidat du MRC, a fait une déclaration dans laquelle il se proclame vainqueur sur la base de procès-verbaux en sa possession. Au Maroc, le gouvernement table sur une réduction du déficit budgétaire à 3,3% en 2019. Il se base sur des prévisions de croissance des récoltes céréalières. Il prévoit également une croissance économique de 3,2% en 2019, en légère baisse par rapport à 2018. Aïssa Toubari.
Au Maroc, selon le projet de la loi de finances 2019, le gouvernement prévoit une réduction du déficit budgétaire à 3,3% en 2019 contre 3,8% en 2018. Sur la base des prévisions d'une croissance des récoltes céréalières de 7 millions de tonnes, le gouvernement marocain prévoit également un taux de croissance économique de 3,2% en 2019 contre 3,6% en 2018. Le déficit budgétaire n'a pas donné les résultats escomptés en termes de accélération de la croissance économique. La deuxième chose est que est-ce que ce déficit budgétaire est un déficit budgétaire choisi ou est-ce que c'est un déficit budgétaire subi? Le volet social va occuper une place de choix dans les dépenses programmées en 2019. 7 181 milliards de dollars plus 570 milliards de dollars par rapport à 2018 seront affectés à l'éducation contre 1 720 milliards pour la santé. 79 millions de dollars seront distribués sous forme de transferts sociaux directs aux couches sociales. Le Maroc, qui nous a habitués à des secteurs privés, dans le textile, dans le tourisme, qui étaient très efficaces, eh bien aujourd'hui, c'est le secteur public marocain qui tire la croissance. C'est l'Office chérifien des phosphates qui est devenu la plus grande entreprise phosphatière du monde. La loi de finances 2019 prévoit par ailleurs l'instauration d'une taxe de solidarité sociale applicable aux entreprises dont les bénéfices nets annuels sont supérieurs à 4 millions de dollars. Cette taxe de 2,5% sur le bénéfice net sera affectée à des dépenses sociales ayant pour objectif de réduire les disparités sociales et régionales. Au Niger, 1,4 million de personnes nécessitent une assistance alimentaire en 2018, une crise humanitaire qui inquiète les organismes internationaux. Dans l'ouest du pays, plus de 42 000 personnes ont été forcées à se déplacer depuis le début du mois de janvier 2018. Victoria Sedji. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans l'ouest du Niger, plus de 42 000 personnes ont été forcées à se déplacer depuis janvier 2018. L'insécurité persistante aurait réduit l'accès d'une assistance urgente. Quand on annonce, parce que le plus souvent c'est quand ça arrive, où les populations sont attaquées au niveau des villages, on annonce qu'effectivement il y a telle personne qui s'est connue dans telle localité, dans tel rayon, dans tel village précis. Et c'est à ce moment qu'on essaye de mettre en place un dispositif, mais le mal est déjà là. Dans un récent rapport, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU a déclaré 2,3 millions de personnes en situation d'aide en 2018, soit une hausse de 400 000 par rapport à 2016. En cause, les attaques terroristes et autres mouvements armés qui persistent aux frontières partagées avec le Nigeria et le Mali. À Tillabéri, une évaluation menée en août a permis d'enregistrer 32 703 personnes sur plusieurs sites abritant des déplacés. À Taoua, région voisine, une autre évaluation du 5 au 10 septembre a recensé 10 091 personnes vivant sur 3 sites. En janvier, seulement 540 déplacés avaient été officiellement dénombrés dans cette région où l'état d'urgence, en vigueur depuis mars 2017, a été reconduit début octobre. Entre le 1er et le 10 octobre 2018, une opération de sécurisation alimentaire a été assurée par l'armée nigérienne. En juillet, un premier corridor humanitaire négocié avec la force conjointe du G5 Sahel avait permis au Programme alimentaire mondial et à des ONG d'acheminer des vivres et des biens non alimentaires à 5 570 déplacés. Du savon pour lutter contre le paludisme, une idée de Joanne Naloubega, une jeune Ougandaise touchée par cette maladie durant son enfance. Elle souhaite tout mettre en œuvre pour l'éradiquer. L'Ouganda a le taux le plus élevé de paludisme au monde. Ange Bijounou-Magno. Lorsqu'elle était enfant, Joanne Naloubega souffrait fréquemment de paludisme, une des maladies les plus meurtrières en Ouganda. Consciente des ravages que cette pathologie peut causer dans sa communauté, elle a mis sur pied une entreprise spécialisée dans la fabrication de savon anti-moustique de longue durée. Quand j'étais enfant, je souffrais souvent de paludisme. J'ai donc grandi avec cette motivation qui est de lutter pour prévenir cette maladie. C'est ainsi que je suis entrée à la Social Innovation Academy pour me former. Même si cela me semblait impossible, j'ai trouvé les moyens d'y parvenir. Joanne Naloubega vend ses savons avec une marge élevée dans les complexes hôteliers et les hôtels haut de gamme. Avec ce commerce, elle subventionne le produit aux habitants de sa communauté locale en le vendant au même prix que les produits de nettoyage ordinaires. Avant de commencer à utiliser ce savon, les enfants étaient régulièrement atteints de paludisme. Ils avaient le matin plusieurs marques de morsures sur le corps dues à des piqûres de moustiques.
Mais maintenant, il n'y en a plus. Ils n'ont pas de marque sur leurs bras. Je ne me bats plus pour acheter des médicaments. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde, en Afrique orientale et australe. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.